Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce grand direct à la une de l'actualité. Élection présidentielle en République démocratique du Congo de décembre prochain. Seule une femme fait partie de la liste de 24 candidats. Il s'agit de Marie-Josée Ikofu. Et puis au total, 18 zones de santé des Lituries viennent de bénéficier d'une importante quantité de kits de médicaments pour la lutte contre la rougeole, la peste et la méningite. La cérémonie de remise officielle de 4 tonnes de ces médicaments aux autorités sanitaires des Lituries a été présidée ce mardi par le gouverneur militaire des Lituries, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, une dotation de l'OMS. Et puis le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué a échangé ce mercredi avec le nouveau directeur provincial de l'OCC au Katanga. Fredingu Omoja a tenu à rencontrer l'autorité provinciale avant sa prise de fonction. Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu dans ce journal. Dépôt des candidatures à la présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo. Sur le 49 formulaires qui ont été retirés par les mandataires des candidats, 39 sont des indépendants et 10 pour le regroupement et partis politiques. Sur ces 49 formulaires retirés, seulement 24 dossiers des candidats ont été enregistrés par la CENI, dont celui de l'unique femme, Marie-Josée Ikofu, 18 des indépendants et 6 pour les regroupements et partis politiques. Le rapporteur de la CENI, Patricien Seya, a dévoilé les statistiques 2 jours après la fermeture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour ce scrutin. Après la clôture de cette opération, a débuté la période des retraits et des substitutions qui ira jusqu'au 13 de ce mois en cours. Suivez Patricien Seya à la caméra de Félix Matoudi depuis Kinshasa. On a commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Et jusqu'au dernier jour, il y a eu les retraits des formulaires, ce qui a fait que nous avons atteint ce chiffre-là de 49 retraits de formulaires. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat. Et puis après, s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire. En justice, un faux magistrat a été condamné à 5 ans de prison pour faux et usage des faux ce mercredi. Autre grief retenu contre Jonas Bikwai, l'usurpation de la fonction publique et d'identité. Jonas Bikwai a été condamné à cette peine qu'il se faisait passer pour Gaylor Mbouyi Mukendi. Le verdict est tombé à l'issue d'un procès en flagrance tenu au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe qui s'est déporté à l'université protestante du Congo. Ces faux magistrats devra également payer une amende de 5 millions de francs congolais à Gaylor Mbouyi Mukendi. Suivez les détails. La cour de l'université protestante du Congo s'est transformée de circonstances
À un prétoire, le tribunal d'épée de Kinshasa-Gombe s'y est déporté pour juger l'affaire qui opposait Guelor Mbouyi Mukendi à Jonas Bikwai. Guelor Mbouyi Mukendi, l'un des 2500 magistrats nouvellement recrutés, ne touchait pas son salaire. Pendant 2 mois, il a été privé de son dû puisque Jonas Bikwai se faisait passer faussement pour lui. C'est ainsi qu'il est poursuivi pour faux et usage des faux, usurpation de la fonction publique, mais aussi usurpation des non-identités du magistrat Mbouyi Mukendi, nommé récemment sur ordonnance présidentielle du chef de l'État. Dans son réquisitoire, le ministère public a chargé les prévenus des 3 chefs d'infraction et demande au tribunal de les condamner conformément à la loi. Le procureur a également requis le paiement d'une amende pour les dommages et intérêts. Avocat de la partie civile, Maître Tichik Fataki a salué la tenue de cette audience foraine qui traduit un message fort dans la lutte contre les antivaleurs pour que la magistrature soit dégagée de tous les éléments nuisibles. Il s'est rallié au réquisitoire du ministère public. Dans la foulée, il a sollicité la réparation de son client. Je me demande, votre tribunal va déclarer la carte d'électeur produite par le prévenu fausse sur base de quoi? Sur base de quelle expertise? Il est encore temps de mieux faire. Malgré les évidences soulevées par les victimes et les ministères publics, Maître Thierry Loubemba, avocat de la défense, a rejeté en bloc les faits mis à la charge de son client et a plaidé non coupable. Après avoir dirigé les débats, écouté les réquisitoires du ministère public, les conclusions de la partie civile et les plaidoiries de l'avocat de la défense, les juges du tribunal d'épée de Kinshasa-Gombe ont rendu le verdict. Ils ont condamné le prévenu pour les griefs retenus contre lui. Mise à charge du prévenu Jonas Bikwai. En conséquence, le condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour les infractions de faux commis en écriture et d'usage de faux. Et puis en santé, au total, 18 zones de santé des Litouries viennent de bénéficier d'une importante quantité de kits de médicaments pour la lutte contre la rougeole, la peste et la méningite. La cérémonie de la remise officielle de 4 tonnes de ce médicament aux autorités sanitaires des Litouries a été présidée ce mardi par le gouverneur militaire des Litouries, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Cette dotation et l'offre de l'OMS. Suivez les détails. Monsieur le maire de province. Le gouvernement congolais vient de remettre aux 18 zones de santé de l'Ituri plus de 4 tonnes de médicaments essentiels. C'est pour marquer d'un cachet spécial la détermination de l'exécutif national à préserver la santé des Ituriens dans l'objectif de les rendre beaucoup plus utiles au sein de la société congolaise. Ces médicaments vont efficacement lutter contre la rougeole, la peste et la méningite. Dans cette province, ceci grâce à l'implication de partenaires humanitaires. Cette cérémonie a été présidé ce mardi 10 octobre 2023 par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Il a du fond de son cœur et remercié ce geste de solidarité en faveur du peuple iturien avant de les inviter d'en faire un bon usage. Les populations peuvent se rendre compte qu'effectivement, tout ce qui est en train de se passer ici, le gouvernement central est en train de suivre. Et donc je demande à la DPS vraiment d'en user en bon père de famille, que vraiment ces médicaments puissent profiter à toutes ces populations malades, à toutes ces populations qui sont dans les sites, qui souffrent de non seulement de malnutrition et autres, mais en plus qui souffrent aussi de certaines maladies dont on peut guérir, n'est-ce pas, les médicaments nous offerts. Dr Debi Mukendi, coordonnateur terrain de l'Organisation mondiale pour la santé OMS en Ituri, parle de l'importance de ce don. Le profil épidémiologique de la province de l'Ituri indique de nombreux cas de rougeole et voire même une épidémie active dans plusieurs zones de santé. Les risques tels qu'évalués portent à 10 zones de santé qui courent un risque élevé d'épidémie de rougeole, dont 19 aussi risques moyens d'épidémie de rougeole. C'est dans ce cadre que l'OMS a mis à disposition de la province 4 tonnes de médicaments, dont des médicaments contre la rougeole, contre la peste, dont voici le piège ARA, mais aussi à disposition de kits de traitement contre la méningite dans ces zones de santé. Il faut dire que les organisations humanitaires accordent une place de choix à l'Ituri lors de leurs différentes interventions. Une province qui est dans sa phase de stabilisation sous le leadership anticipatif du lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, gouverneur militaire et commandant des opérations.
Toujours en santé, plus de 2 millions d'enfants des 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite dans sa deuxième phase du 12 au 14 octobre dans la province du Nord Kivu, annonce faite par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka, lors du lancement des journées vaccinales ce mercredi 11 octobre. Les églises, les maisons de communication sont appelées à contribuer pour la réussite de cette campagne. Suivez le vice-gouverneur du Nord Kivu dans ce propos choisi par notre correspondant depuis Goma, Patrick Sialoa. Le passage de journée vaccinale, journée nationale de vaccination contre la poliomyélite, couvre toute l'étendue de la province du Nord Kivu et se déroulera du 12 au 14 octobre 2023 pour cette deuxième phase. Ces activités à haut impact sur la santé de la mère et de l'enfant ciblent environ 2 millions d'enfants de 0 à 59 mois qui seront vaccinés contre la poliomyélite. Ainsi, j'invite de manière pressante, à partir de Goma, la population du Nord Kivu de répondre massivement à l'appel des mobilisateurs qui informent les parents et gardiens d'enfants à faire vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois. La cérémonie de ce jour nous donne l'occasion de proclamer solennellement hommes, femmes et enfants, dirigeants, prestataires, sociétés civiles et communautés de base, où que vous soyez, dans les 3 villes et 6 territoires de la province, et quelle que soit votre occupation et votre profession, notre engagement à protéger tous les enfants de 0 à 59 mois se trouvant sur notre sol par la vaccination contre la poliomyélite. J'invite ainsi toutes les églises, les maisons de communication à faire passer le message de sensibilisation à la vaccination. On va parler autre chose dans ce journal. Après s'être embarqués pour un vol CAA à destination de Kinshasa, les passagers s'insurgent contre le traitement leur réservé depuis hier jusqu'à ce mercredi. Ils ont pu peut-être faire passer nuit à l'aéroport de Kananga, même les seuls avec les enfants sans aucune information. Le professeur Israël tire la sonnette d'alarme et invite la régie des voies aériennes à sanctionner cette compagnie d'aviation. On l'écoute dans ce propos. Et depuis 7h30 que nous étions à l'aéroport, arrivé à l'aéroport jusqu'à 12h, on n'avait pas l'information que le vol est annulé ou le vol viendra à 19h. Nous sommes restés ici jusqu'à 19h. De 19h jusqu'à 21h, l'avion a atterri. Ils nous ont donné la raison qu'il y avait un mauvais temps. Ils sont atterris en Angola et ils sont revenus ici. Et nous avons compris. Et après 21h, on nous a embarqués. Nous sommes arrivés dans l'avion, il a commencé à pleuvoir. Et il a plu pendant 2 heures de temps. Tellement il faisait chaud, les passagers ont demandé qu'ils puissent descendre et nous sommes descendus, nous sommes arrivés ici. De 21h, 22h, 23h jusqu'à 2h, on nous demande encore d'être réembarqués. Et nous sommes réembarqués, après nous sommes redébarqués de l'avion. Et quand nous sommes redébarqués de l'avion, nous n'avons pas une information sur quand est-ce que nous allons partir, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est le commandant qui nous dit que l'avion avait une panne technique. Nous avons compris, nous avons passé nuit à l'aéroport avec des petits-enfants, des bébés. Et nous sommes arrivés ici jusqu'à 6h, 7h. Aucune information qui pouvait nous garantir que non, nous allons voyager. Et après, les gens ont commencé à faire du bruit. Les passagers ont commencé à faire du bruit parce que l'équipage a été conduit vers l'hôtel et nous avons passé nuit ici. C'est quelque chose que nous déplorons et nous demandons à la RVA de sanctionner la compagnie CAA. Parce que ce qui se passe ici, ça ne pouvait pas se produire en Afrique du Sud. Si c'était en Afrique du Sud, la compagnie congolaise commence à faire ça, les Congolais ou la compagnie congolaise ainsi que les Congolais seront débarqués de l'Afrique du Sud au Congo.
Et nous nous demandons que la RVA puisse sanctionner la compagnie CAA, payer les pénalités parce que les gens ont dormi ici. Ça, ce ne sont pas les bâtiments pour la CAA, c'est les bâtiments pour la RVA. Et voilà, on va parler d'autre chose. Direction le Haut-Katanga où le gouverneur des provinces, Jacques Kiaboula Katu, a échangé ce mercredi 11 octobre avec le nouveau directeur provincial de l'ECC. Freddy Nguo Moja a tenu à rencontrer l'autorité provinciale avant sa prise des fonctions. Il explique la raison de sa rencontre avec le gouverneur devant la caméra de notre correspondante Ida Chileou depuis Lubumbashi. Je suis le nouveau directeur provincial de l'OCC dans le Haut-Katanga, étant désigné pour coordonner les activités de l'OCC dans le Haut-Katanga. Je me suis dit, avant de commencer le travail, je dois aller me présenter et présenter les civilités à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Oui, le travail s'est fait. Nous sommes là pour la continuité. Si jamais on constatait des failles, on fera un effort pour les relever. Mais sinon, le travail s'est fait déjà correctement. Et l'actualité dans le Lualaba, au village Kazembe, en image, à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi, dans le territoire des Muchacha, secteur Lulu. Un accident s'est produit dans la nuit du mardi à ce mercredi sur la route nationale numéro 39. Un camion citerne contenant du carburant s'est renversé et a pris feu, causant des dégâts énormes. Plusieurs personnes qui ont tenté de se ravitailler en carburant ont été brûlées et d'autres sont mortes. Et a appris cette mauvaise nouvelle, Madame Betty Kando Katoke, chef du secteur Lulu et l'administrateur du territoire des Muchacha, étaient au chevet des victimes après une descente effectuée sur les lieux du drame. Un élément bien élaboré dans nos prochaines interventions. Dans le souci de pacifier la partie est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a sollicité la contribution de la force régionale de l'EAC. Pourtant, sur le terrain, cette force n'a pas fait ses preuves. Au regard de cet échec, son départ est annoncé le 8 décembre de cette année en cours. De quel préalable faudra-t-il tenir compte des prochaines coopérations militaires afin d'une mission réussie? Élément des réponses dans ce récit signé Linda Kalinga Mugangu. Pour Gustave Moulongoy, la réussite d'une mission telle que celle confiée à la force régionale est le résultat d'un partenariat bien défini. Je crois que si EAC devait partir et qu'il devait être remplacé par exemple la SADC, comme on a appris qu'il y a des démarches dans ce sens-là, mais il faudrait que les accords qui seront conclus soient mis vraiment à la portée du peuple pour lesquels on voudrait installer, enfin restaurer cette paix-là. Parce que la plupart des fois, lorsqu'on signe des accords, c'est comme si on les signe au détriment du peuple lui-même. Luc Yengayenga estime que la RDC doit compter sur ses propres moyens en restant regardant sur toute autre probable collaboration avec l'extérieur. Le retrait, c'est l'occasion pour notre armée de se renforcer aussi en équipement, de se renforcer également en effectifs. Préalable, ce sont les accords qui doivent être mis en place. Ces accords-là, c'est comme une feuille de route qui doit être respectée pourvu que l'Est de la RDC puisse être pacifié complètement. Donc on ne sait pas continuer d'être très hospitalier avec des gens qui ne veulent pas la paix avec nous. À ce stade, nous devons vraiment être très rigoureux par rapport aux accords qui devront être signés, même avec la SADC. Sami Kayumbo perçoit autrement la question. Est-ce que nous allons toujours vouloir relancer la machine en invitant d'autres pays pour venir nous appuyer? Je crois que non. Il est grand temps que nous puissions continuer avec la réforme de notre armée. Il est grand temps que nous puissions continuer avec la modernisation de notre armée, comme le chef de l'État a déjà commencé, pour que d'ici là, que nous puissions nous doter d'une armée digne de ce nom et qui va mettre un terme à toute la situation des conflits que nous avons à l'Est. Si pour certains la coopération avec l'EAC était un gaspillage de ressources, les analystes y voient plutôt un avantage. Je ne sais pas dire que c'est une perte de temps, parce que c'était vraiment une expérience. Cela nous a permis de faire arrêter l'avancée du M23 et cela nous a permis aussi dans l'entretemps
de former de nouvelles unités pour notre armée. L'échec de la mission de la force régionale dans le contexte sécuritaire, n'étant pas la priorité de l'adhésion de la RDC à l'EAC, n'impactera pas la coopération basée sur des raisons économiques qui d'ailleurs sont non bénéfiques actuellement, ont conclu ces analystes. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit. Le numéro 1 d'Ecolosie, Jacques Massengo Kindele, a reçu dans son cabinet de travail le nouveau comité du collectif des motocyclistes à 2 et 3 roues pour lui communiquer les instructions prises visant le retour à l'ordre dans ce secteur. Cette réunion a eu lieu en présence de son adjoint Farida Mouepou. Les détails dans ce reportage. Déterminé à restaurer l'autorité de l'État dans tous les secteurs de la vie de ses administrés, le premier citoyen de la ville de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, a réuni dans son cabinet de travail ce mercredi 11 octobre 2023 le nouveau collectif des exploitants taxi-moto à 2 et 3 roues en présence de son adjoint Farida Mouepou Odile et du percepteur principal de l'hôtel de ville. La mission confiée à cette nouvelle équipe dirigeante de motocyclistes est bien claire, sensibiliser ses membres à payer les taxes de la ville. Nous sommes venus voir l'autorité pour lui présenter la nouvelle équipe du collectif des motards et tricycles. Nous demandons à nos membres, les motards et les tricycles, de payer la quittance. C'est ce qui aide notre pays. Les routes sont construites. Nous voyons Kolwezi se développer parce que nous payons ces documents. Félix Chimpadi, président de cette corporation, promet de travailler dur pour le retour à l'ordre dans ces secteurs de transport en commun, conformément aux orientations claires donné par le patron de Kolwezi. Toutefois, on doit mettre une belle discipline sur le terrain pour faire voir aux membres de l'importance de la quittance. Kizouza s'insurge contre la spoliation de leur village par l'entreprise minière TSM. Saisi du dossier, le commissaire aux affaires foncières a fait une descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation. L'entreprise TSM qui se déclare propriétaire de la concession, alors qu'il y a des gens qui ont des contrats. Alors nous demandons aux autorités d'intervenir. C'est suite aux multiples plaintes des habitants du village Kizouza que le commissaire des affaires foncières, urbanisme et habitat a fait ses déplacements. Accompagné de son directeur de cabinet, de son conseiller juridique et d'autres techniciens, le commissaire Jean-Pierre Kalinga s'est rendu compte du conflit des terres existant entre la population de Kizouza et l'entreprise TSM qui a commencé les travaux de canalisation au bord de la route principale de ce village. Ce que Jean-Pierre Kalinga n'admet pas. Vous êtes en train de remuer la population pour rien. Parce que tout ce que vous prenez ici, vous allez travailler sur tout ça. Donc vous cherchez à agiter les gens pour rien. Si nous nous sommes déplacés, nous avons quitté les bureaux pour venir ici, c'est parce que le nombre de gens qui se plaignent, en présence de l'un des responsables de l'entreprise TSM, l'envoyé de la gouverneure Fifi Masuka a ordonné la suspension de tous les travaux sur ces sites. Jean-Pierre Kalinga justifie sa décision. Pour prévenir tout ça, c'est pour préserver aussi la vie des opérateurs, vos engins. Les gens peuvent se constituer, ils peuvent faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas la première société minière à s'installer ici. Il y a plusieurs sociétés. Si il y a accalmie partout, c'est parce que ceux-là, ils commencent toujours par les autorités locales pour dire que qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il y a là-bas. L'occasion pour les patrons des affaires foncières, urbanisme et habitat de mettre en garde les entreprises qui ne respectent pas les droits des premiers occupants comme les stipule les codes et règlements miniers de 2018. Et puis la brasserie Simba a lancé sa nouvelle boisson sur le marché ce mardi 10 octobre à Kolwezi, Tublac. Et cette bière brune légère, dernière création de la Brassimba pour le plaisir de ses nombreux consommateurs avec 2300. Retrouvez cette boisson partout à Kolwezi en particulier et dans le là-bas en général avec son slogan Yaché Beauté. Oscar Kalambay nous donne des précisions. Dans la grande salle de l'hôtel Betajo,
Les clients et distributeurs de la brasserie Simba ont pris connaissance de la nouvelle bière brune et ambrée qui vient compléter le portefeuille de la brasserie Simba parmi tant d'autres, dont la Tembo qui fait la fierté de cette entreprise depuis des décennies. Le directeur commercial et marketing a d'abord procédé à la présentation de la brasserie Simba qui existe depuis 1925. Il a également remercié ses multiples distributeurs qui ont vendu depuis le lancement de la TUI en 2019 plus de 12 millions de casiers en l'espace de 4 ans. On l'a voulu populaire, disponible, facile à commercialiser. La TUI Black est une bière brune, légère et digeste qui tire à 3,5% d'alcool. Sa légèreté fait sa différence avec les autres bières brunes et ambrée de la brasserie Simba. Son format de 65 centilitres sera vendu au même prix que la TUI normale. TUI Black est une boisson digestive. Elle est la première bière brune légère lancée en RDC. Ensuite est venu le moment de la dégustation par les nombreux clients et distributeurs présents dans la salle. Sa légèreté a séduit plus d'un consommateur. Ça va frotter vite. Yaché Beauté est son slogan pour dire disponible pour tous et partout. À cette occasion, le directeur commercial a donné le numéro du service client pour toute préoccupation. Il s'agit du +243 97 07 01 361. Et pour finir, dans un communiqué de presse publié le lundi 9 octobre, la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles CASMI s'est dit être surprise de l'inauguration du centre des négoces de Moussompo par le chef de l'État en date du 5 de ce mois en cours, sans réunir tous les préalables, notamment la création et la viabilisation des zones d'exploitation minière artisanale. Le vin est tiré et il faut le boire. Shadrach Moukad Endnaou, coordonnateur de la société civile, appelle le gouvernement à la vitesse supérieure pour permettre le ravitaillement de ce centre de négoce dans les normes requises. Il est dans ce propos recueilli pour vous. Nous avons salué l'initiative, un projet aussi important qui vient dans les secteurs ou dans la logique de la réforme du secteur artisanal ou dans l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement. Mais ça, c'est une activité qui devait être faite en aval. En amont, il y a des éléments importants qu'il fallait. Pour nous, le deuxième communiqué publié hier dit que le vin est déjà tiré, nous devons en consommer. Ça veut dire, pour la suite, les centres de négoce étant déjà inaugurés, la société civile à travers CASMIA demande au gouvernement de la République ou au pouvoir public de passer à une vitesse supérieure pour disponibiliser, mettre à la disposition des coopératives ou des sociétés coopératives appartenant réellement au Trésor. Il faut que les gouvernements de la République mettent des moyens conséquents en urgence. Vous l'avez entendu, comme nous, quand les représentants des coopératives ou des sociétés coopératives, M. Petit, l'a dit devant le chef de l'État, cela montrait à suffisance qu'ils l'ont fait sans même faire participer les opérateurs du secteur minier artisanal. Ils sont surpris, mais ils disent c'est fait. Mais où sont les zones d'exploitation artisanale? Voilà notre grand plaidoyer. Nous disons, il est temps. On ne peut plus encore rentrer à discuter sur pourquoi on n'est pas inauguré le centre de négoce. Il a été prématurément inauguré. Maintenant, le gouvernement, qu'il sorte des moyens pour que le plus vite des zones viables, rentables, soient à la disposition des exploitants miniers artisanaux. Et voilà, c'est par ces plaidoyers de la société civile que nous allons mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre fidélité légendaire. Ça a été un plaisir pour moi de vous tenir compagnie pendant ces 3 jours. D'ici là, portez-vous bien.